Donc, notre sujet du jour est le marketing prédictif et spécialement la résiliation des clients. Alors, la résiliation des clients adhérents euh, selon la façon dont vous les appelez. Euh, et on va tout d'abord parler de résiliation client de façon générale, comment est-ce qu'on est capable de l'anticiper, et puis on va faire un focus évidemment sur ce qui se passe actuellement sur une période aussi troublée que celle qu'on connaît tous depuis maintenant quelques temps. Euh, alors, quand on parle de marketing prédictif, euh, on part toujours de données qui sont des données qui sont présentes dans vos systèmes d'information. Vous avez plein d'informations sur vos clients, sur leur historique contractuel, sur des données sociodémographiques, sur leur comportement. Mais toutes ces données sont des données du passé et tout l'enjeu du marketing prédictif est d'utiliser ces données passées pour en déduire euh, des données futures, c'est-à-dire pour être capable d'anticiper ce qui va arriver, d'anticiper le comportement des clients. En 2 minutes, pour commencer, euh, même si c'est sûrement évident pour une bonne partie d'entre vous, euh, je voudrais juste faire une toute petite précision sur ce que c'est que le marketing prédictif et comment ça fonctionne. Derrière, on parle d'intelligence artificielle, on parle de plein de choses qui suscitent à la fois beaucoup de rêves et aussi beaucoup de craintes. Finalement, on parle de choses assez simples qui auraient pu s'appeler analyse statistique ou prédiction statistique. Ça aurait sûrement fait moins un buzzword, mais on parle de choses assez simples. Euh, nos clients, aujourd'hui, euh, utilisent notre solution pour traiter trois questions principales. Euh, une question autour de la conquête. J'ai des prospects qui se rendent sur mon site internet, j'ai des prospects qui sont présents en agence et je dois les prioriser, je dois adapter mon action de façon à mieux transformer et à ne pas me laisser submerger par un flux de prospects. Une deuxième question importante est quand j'ai des clients assurés, ces clients, quels produits je dois leur proposer à quel moment. Alors la question est vieille comme le commerce, mais l'enjeu est de détecter des pics d'appétence et de se dire que à un moment donné, j'ai une chance beaucoup plus importante de transformer une proposition commerciale que je vais faire à un client. Donc l'enjeu, c'est de développer le multi-équipement. Et enfin, sujet qui va nous animer aujourd'hui, parmi mes clients, qui sont les 1, 2%, 3% de clients qui a le plus fort risque de résiliation au cours des 3 prochains mois. Et tout l'enjeu, c'est d'être capable de déterminer qui sont ces clients à risque, ces clients fragiles, et de l'anticiper suffisamment tôt pour qu'on ait le temps de l'action marketing, évidemment. Euh, alors, comment ça marche? Encore une fois, il y a beaucoup de fantasmes alimentés par le marketing prédictif. Finalement, ça marche de façon assez simple. Euh, alors, pardon, j'ai loupé une transition. Quand on parle de résiliation, dans le monde mutuel, assurance, en général, on a 4% de résiliation, 4% de clients qui s'en vont par an pour les meilleurs et 8% pour des mutuelles d'assurance qui sont plus grand public. En règle générale, on est dans cette épure-là. Ça peut paraître des chiffres assez modestes. Pour beaucoup de clients, ça représente entre 75 et 95% des nouveaux clients. Ça veut dire que 75 à 80% de l'effort marketing, de l'effort commercial qui est fait pour conquérir de nouveaux clients, est en fait annulé par ces 4 à 8% de clients qui s'en vont tous les ans. On a des clients chez qui on est même quasiment à 100%, c'est-à-dire qu'on a une croissance en nombre de clients de entre 0,5 et 1% par an. Ça veut dire que tous les efforts commerciaux et marketing sont entre guillemets consommés par les clients qui s'en vont. C'est pour ça que quand on a 1%
quand on arrive à diminuer de 1% les résiliations, c'est-à-dire passer par exemple d'un chiffre qui serait, si je suis à 7% de résiliation, si on passe de 7 à 6, en moyenne, ça représente 9% du bénéfice d'une mutuelle ou d'une assurance. Donc on est sur des chiffres qui sont importants et on comprend tout l'enjeu et toute l'importance de se battre pour diminuer ces quelques pourcents de résiliation. Alors, j'en arrive à comment ça fonctionne de façon très très basique et après on parlera de cas concrets. Quand on fait du marketing prédictif, on travaille en partie sur les données de la mutuelle, de l'assurance, en partie sur des données open data. Sur les données de la mutuelle, ici vous avez un fichier qui serait une sorte d'échantillon de données qui viennent de la mutuelle. On a des informations sur donc client par client. Alors, on note ici qu'on ne parle pas de données nominatives, on a un code client. Associé à ce code client, on sait qu'on a un foyer familial, par exemple, de 3 personnes ici, et puis d'un certain nombre de personnes. On a des informations sur du comportement, par exemple, l'évolution de la lecture de la newsletter. On a des informations sur de quand date son premier contrat. Est-ce que c'est un contrat récent? Est-ce que c'est un contrat ancien? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une sinistralité récente? De quand date son dernier sinistre et donc son dernier remboursement? Des informations sur la zone d'habitation. Est-ce que je suis en habitat plutôt urbain, plutôt rural? Et puis, combien j'ai de contrats? Est-ce que je suis plutôt dans un cadre de multi-équipement dans lequel j'ai beaucoup de contrats ou est-ce que j'ai un seul contrat? Ce qui va nous intéresser derrière, c'est d'observer si ces gens ont résilié ou n'ont pas résilié. Donc, on regarde les données passées parce que tout l'objet de notre étude ici, c'est anticiper qui va résilier. Donc, on regarde dans le passé qui sont ceux qui ont résilié, qui sont ceux qui n'ont pas résilié. On va se concentrer sur ceux qui ont résilié et ce que va faire la solution, c'est d'essayer de trouver des points communs entre tous ces gens qui ont résilié. Alors, des points communs, ils ne sont jamais tous exactement identiques, mais par contre, on va trouver quand même des similitudes. On s'aperçoit ici qu'on est plutôt sur des foyers familiaux de petite taille. On a plutôt 1 à 2 personnes par foyer. On s'aperçoit que pour la majorité, pas tous, ils consultent la newsletter de moins en moins tout d'un coup. On s'aperçoit qu'on est plutôt sur des contrats qui sont ni très récents, ni très anciens. On est sur des contrats qui sont entre 3 et 6 ans. On s'aperçoit que pour la grosse majorité, leur dernier sinistre, leur dernier remboursement est assez ancien. Et puis on voit par exemple que la zone d'habitation, finalement, n'a pas d'impact. On a une répartition quasi homogène, donc ça n'a pas d'impact. Et on s'aperçoit que pour la majorité, ce sont des gens qui sont mono-équipés, qui ont un seul contrat. Alors là, ça paraît assez simple parce qu'on le fait sur quelques données et sur quelques lignes. Tout l'enjeu d'une solution de marketing prédictif, c'est d'être capable de chercher ce type de profil sur des centaines de sources de données, sur des centaines de critères, et d'être capable de trouver des points communs, sachant que tous ces clients, chacun de ces clients n'a pas strictement le même comportement et a toujours des critères qui ne collent pas avec ceux des autres. Pour autant, on est capable de définir un persona. Alors en fait, dans la réalité, il n'y en a pas un. Quand on le fait, il y en a plusieurs, 4, 5, 8. Mais ici, on s'aperçoit qu'on a un persona de clients qui, pour la majorité, ont plutôt un foyer familial important, qui consultent tout d'un coup beaucoup moins la newsletter, qui ont des contrats qui sont soit assez récents, soit très anciens, plutôt un dernier sinistre assez récent, et plutôt un faible nombre de contrats. La complexité est que dans la vraie vie, on n'a pas 6 critères, on en a encore une fois une centaine, et qu'aucun client n'a exactement le même comportement. On ne peut pas avoir une règle simplement qui dit telle condition et telle condition et telle condition, alors je résilie. Par contre, on a tout d'un coup un faisceau de signaux faibles qui vont nous dire que cette personne ressemble plutôt à ça. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que sur des nouveaux clients, des clients actifs,
Ici, j'ai des clients que je ne connais pas, qui sont tous actifs. Et mon enjeu, évidemment, c'est d'anticiper si ces gens risquent de résilier ou pas. Donc, ce que va faire la solution, c'est qu'elle va chercher des clients qui ressemblent le plus fortement possible à ces personas de clients qui présentent un risque de résiliation. Et ici, j'en trouve deux qui ressemblent, sur lesquels je me dis que j'ai une probabilité de résiliation. Et ce qu'on va faire, c'est que sur ces clients, on va chercher à quel niveau est-ce que ces clients sont proches de mon persona de résiliation, ce qui va me permettre de déterminer une proximité statistique et concrètement d'évaluer un niveau de risque et de se dire que cette personne a un niveau de risque de résiliation plus élevé qu'une autre. Donc, ça, c'est le fonctionnement général de l'analyse prédictive. Encore une fois, finalement, c'est quelque chose d'assez simple. Il n'y a pas de fantasme à avoir derrière ce fonctionnement. Pour le coup, c'est quelque chose qui est terriblement efficace parce qu'on arrive à des taux d'anticipation sur lesquels on arrive régulièrement à dépasser les 50% d'anticipation. Ça veut dire que pour plus d'un client sur deux qui va s'en aller, on est capable de le prévoir 3 mois avant. Alors, on ne prévoit pas tout le monde, évidemment, parce que, heureusement, tout n'est pas anticipable, parce qu'il peut y avoir des accidents, parce que les comportements sont individuels. Mais ça veut dire que pour plus de la moitié de la résiliation, on est capable de l'anticiper. Alors, si vous avez bien suivi, le principe général, c'est je regarde le passé, je regarde le comportement dans le passé de ceux qui ont résilié, et puis je cherche à l'avenir des gens qui vont avoir le même comportement. Le prérequis de tout ça, c'est le postulat, c'est de se dire que les gens qui ont eu un comportement, les gens qui actuellement ont le même comportement que ceux qui ont résilié avant vont aussi résilier. Ça marche très bien quand on a une période, quand on a une évolution de l'activité qui se fait de façon régulière. Et puis des fois, on a un accident. Un accident, c'est quoi? Un accident, c'est le coronavirus, pour parler concrètement. Mais ce n'est pas uniquement ça. Et la bonne nouvelle, c'est que des accidents, on est plutôt habitué à gérer ça parce que les accidents, c'est quelque chose qui va faire que l'avenir ne sera pas strictement calcable sur le passé. La loi Châtel, information obligatoire aux assurés de l'échéance de résiliation de leur contrat. La loi, avec la résiliation infra-annuelle pour les produits IARD, Covid-19 2020, et puis à venir, la loi Legendre sur la résiliation infra-annuelle des produits santé. Tous ces éléments sont des facteurs externes qui vont avoir un impact et pour lequel il va être nécessaire de partir du passé pour anticiper le futur et pour lequel il va être nécessaire de tordre le modèle. Alors un statisticien détesterait ça parce que, et les nôtres détestent ça, parce que mathématiquement, on va considérer que c'est tricher. Alors c'est tricher mathématiquement, mais c'est prendre en compte la réalité et prendre en compte la réalité marketing pour avoir une prévision opérationnelle qui soit efficace. Pour faire ça, comment on fait? On va faire comme d'habitude, on va partir de données qui viennent de vos systèmes d'information, des données sociodémographiques. Les clients sont des hommes, des femmes, ils ont tel âge, ils habitent dans telle zone. On va compléter ça par des données open data qui proviennent de notre solution et qui sont indispensables pour être précis dans le ciblage. On parle de détection de moments de vie, on parle d'anticipation de déménagement, on parle de consommation moyenne de produits de santé, on parle d'évolution du niveau de la délinquance. Et puis, dans certains cas, quand on a un accident, entre guillemets, comme ce qu'on vit actuellement, on va rajouter des règles métiers. Des règles métiers, encore une fois, ce sont des règles qui vont tordre le modèle, qui vont surpondérer ou sous-pondérer des critères et qui vont faire en sorte que tout d'un coup, on va dire, par exemple, que parce qu'on a
on a regardé ce qui se passait dans d'autres pays. Parce qu'on a regardé avec nos clients ce qui se passait sur d'autres marchés, on va considérer qu'un facteur, par exemple, l'évolution du prix de la cotisation, qui est souvent un facteur qui joue un rôle important dans la résiliation. Si ce facteur jouait déjà un rôle important dans la résiliation, l'observation d'autres marchés va nous permettre de dire que ce facteur, il est important de le surpondérer, de faire en sorte qu'il ait plus d'importance dans l'anticipation de la résiliation. On a une autre technique aussi, qui est de rendre certains critères hypersensibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un faible nombre d'adhérents qui va avoir un comportement de résiliation va compter beaucoup plus que les autres. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le modèle d'anticipation qui naturellement s'actualise à chaque nouvelle résiliation, et bien sur une période donnée, on va beaucoup plus prendre en compte et on va surpondérer l'apprentissage des personnes qui viennent de résilier parce qu'on part du principe qu'il faut très rapidement apprendre des personnes qui viennent de résilier parce que leur comportement récent est sûrement plus représentatif que le comportement des gens qui ont résilié au cours des 6-12 derniers mois. Donc, on va avoir des actions humaines qui vont tordre le modèle. On n'est plus dans de la data science classique, mais c'est ce qui va permettre de garder un niveau d'anticipation qui soit le plus haut possible, et on va en discuter après. Quand on a toutes ces données sont traitées par notre solution, et derrière, on va vouloir évidemment les exploiter. Les exploiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire transmettre ces données et les intégrer dans mon CRM si je veux que les commerciaux, que les conseillers aient directement accès à l'information, accès à une information sur le niveau de risque d'un client. Ça peut être, et du coup, on va utiliser essentiellement des connecteurs standards, ça veut dire avec une intégration informatique quasi nulle. Ça peut être du marketing automation, faire des campagnes d'appel, des campagnes d'email. Ça peut être également utiliser ces données sur le risque de résiliation des adhérents. Ce risque, ça peut être le transmettre simplement par email, donc sans aucun effort technique, le transmettre par email aux conseillers, à des agents de centre de relations clients, de façon à ce qu'ils aient, de façon hebdomadaire, des listes de clients à contacter avec un niveau de risque et avec une motivation du risque, c'est-à-dire qu'ils doivent savoir qui risque de résilier et pourquoi il risque de résilier, de façon à avoir un discours adapté. Alors, on va vous faire 2 retours d'expérience, 2 business cases, un plutôt sur de l'IARD, un sur de la santé. Le premier, on est dans le cas d'une mutuelle. Donc, en période habituelle, ça veut dire hors accident, on a un niveau de résiliation qui est assez classique, qui est de 8%, et qui, après quelques mois d'utilisation d'une solution de marketing prédictif, donc avec une bonne anticipation des personnes qui vont résilier, c'est un taux qui était revenu à 6%. Pour faire ça, on a utilisé des données sociodémographiques, donc encore une fois, qui sont les clients, qui sont les clients, quel âge ils ont, dans quelle zone ils habitent, de quoi sont composés les foyers familiaux. On a utilisé l'historique des interactions clients. Est-ce que ces personnes ont eu des échanges en agence, ont contacté le service client? Est-ce qu'ils ont fait des réclamations? L'historique contractuel, de quand date le premier contrat? Est-ce qu'il y a eu des ajouts de contrats? Est-ce qu'il y a eu des résiliations d'options, des résiliations de certains contrats? Et puis, on a rajouté des données externes autour des moments de vie. Quand on parle de moments de vie, on parle de présomption de risque de déménagement, on parle d'évolution familiale, on parle potentiellement de passage en retraite, des données qui proviennent de l'INSEE sur les catégories socio-professionnelles et des données sur le type d'habitat des clients. Avec toutes ces données, sur une période classique,
on a trouvé un certain nombre de critères, et les 6 critères qui avaient le plus d'impact sur le risque de résiliation, on se rend compte qu'on a le nombre de sinistres. Est-ce que je fais souvent appel à mon assurance, et est-ce que du coup j'ai un volume de remboursement régulier? Est-ce que j'ai un risque de déménagement à venir? C'est une parenthèse, mais ce qui est intéressant, c'est que le déménagement est un facteur de risque et d'instabilité, de fragilité du client pour évidemment l'habitation, mais également pour l'auto. On se rend compte que sur du contrat auto, de façon un petit peu moindre, mais on a quand même un niveau de résiliation non négligeable au moment du déménagement. On a l'ancienneté du contrat qui joue, la catégorie socio-professionnelle, l'âge du client et le niveau de bonus. Donc, ces critères, après il y en a d'autres, mais dont l'impact est moins important, ces critères, analysés et pondérés comme on l'a vu au début, permettent pour ce client d'avoir une précision assez classique, c'est-à-dire qu'on arrive à anticiper un peu plus de 50% des personnes qui vont résilier dans les 3 prochains mois. Ça, c'était avant. Depuis le début de la crise du Covid-19, on suit évidemment avec tous nos clients l'évolution des scores et on fait de l'adaptation. L'adaptation, alors la première chose, bonne nouvelle, depuis le début de la crise, le taux de résiliation a naturellement diminué de 18%. On pourrait dire finalement très bien, on n'a rien à faire. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que au regard de ces 18%, on a un taux de signature, un taux d'acquisition de nouveaux clients qui, lui, a diminué encore plus fort, ce qui fait que le solde est globalement négatif et on parle sur le solde global de plus 1 à plus 2 points de résiliation. Donc, l'enjeu, c'est qu'à partir du moment où j'ai une baisse assez importante de résiliation, ça veut dire que j'ai des éléments qui ont changé et que potentiellement, la capacité de mon modèle à anticiper ces résiliations actuelles, mais aussi les résiliations qui vont suivre quand l'activité va redémarrer dans quelques mois, quelques semaines, vont évoluer. Ici, ce qu'on voit sur les critères qui ont un impact sur la prévision, c'est que les données qui permettent d'anticiper la résiliation ne sont plus exactement les mêmes. Alors, on part sur l'analyse du passé et on a un grand nombre de données qui sont communes, mais on se rend compte que typiquement tout ce qui concerne la probabilité de déménagement est une donnée qui est complètement sortie. En fait, elle n'est pas sortie, mais elle s'est retrouvée, au lieu d'être dans les 6 premières, elle se retrouve en 30e position dans ce qui a de l'importance pour anticiper une résiliation. Par contre, on se rend compte que la donnée sur le nombre de sinistres est devenue extrêmement prépondérante. Alors, évidemment, il n'y a pas eu de sinistres pendant la période de confinement, on entend bien, mais les gens qui, auparavant, juste avant le confinement, avaient extrêmement peu de sinistres, sont des gens qui ont beaucoup plus résilié que les autres, et cette donnée, cette valeur, est devenue extrêmement prépondérante dans le calcul du modèle. L'ancienneté du contrat également s'est mis à jouer un rôle très important. Et puis, on a une nouvelle donnée qui a eu un très très fort impact sur les personnes qui ont résilié. C'est les personnes qui sont arrivées par le biais de mécanique commerciale, des gens à qui on a fait une offre commerciale assez agressive pour soit un nouveau contrat pour des clients existants, soit qui sont de nouveaux adhérents. Et on se rend compte que ces personnes-là résilient beaucoup plus que les autres. C'est une donnée qui a toujours eu un impact, mais là, on se rend compte que cette donnée qui normalement était vers la 15e position se retrouve dans les données les plus importantes et qui ont la plus une capacité d'anticiper la résiliation. On a un modèle, quand on a beaucoup de modifications dans les données, dans le comportement, fatalement, votre capacité, la capacité de l'outil à anticiper l'avenir
devient moins bonne. Tout l'enjeu, c'est que ça devient moins bon, mais que ça reste applicable et efficace d'un point de vue commercial. Ici, on est passé de 52% à 49%. Ça reste quelque chose qu'on peut utiliser et qui reste très utile pour des campagnes marketing, que ce soit des campagnes d'emailing, des campagnes d'appel ou du traitement direct par des conseillers qui sont majoritairement en télétravail, mais qui du coup ont le temps de procéder à ce type de campagne puisqu'ils n'ont plus de contact entrant. Sur ce client-là, en termes d'intégration, pour parler de choses concrètes, on a utilisé un connecteur standard dont on dispose avec un outil CRM, qui est un outil qui s'appelle Ideal CRM, développé par la société Effici. Et concrètement, les commerciaux, si on veut regarder un instant à quoi ça ressemble, ça veut dire que sur leur écran d'accueil, ici, ils ont un compteur avec le nombre de clients à risque, donc le nombre de clients qu'il faudrait contacter rapidement au cours de la semaine. Ça veut dire qu'ici, ils ont une liste de personnes, donc une liste de clients. Et sur cette liste de clients, ils ont une liste de clients dédiée au risque de résiliation, avec ici une granularité en fonction du niveau de risque. Pareil, pour retrouver mes 10 personnes à rappeler en priorité. Et puis, dans mon CRM, sur ma fiche client, je vais avoir ici une alerte. J'ai le nombre de personnes j'ai un warning qui m'indique que cette personne risque de résilier avec le choix qui a été fait ici est de donner le taux de résiliation, le risque de résiliation. Certains autres clients considèrent qu'un simple warning suffit et qu'on ne veut pas polluer les conseillers avec des informations chiffrées. C'est vraiment un choix de management, on fait ce qu'on veut. Et puis, d'un point de vue marketing, on va retrouver dans le module marketing du CRM automatiquement la population, les personnes qui ont un risque de résiliation les plus élevés de façon à agir. Donc ça, c'était un premier retour d'expérience côté IARD. Quand on parle de santé, maintenant, le cas d'une assurance, là, on est à l'origine sur un niveau de résiliation de 7% qui avait réussi à être diminué, à tomber à 5,2 avec un ciblage de marketing prédictif. On utilise beaucoup de données. Elles ne sont même pas toutes présentes. On retrouve des choses assez classiques, des données sociodémographiques. Ici, on a deux notions importantes qui sont le nombre de remboursements et qui est le reste à charge. Reste à charge, c'est une donnée importante parce que c'est ce que la personne va payer en plus. Et on se rend compte que le reste à charge est une donnée qui est très régionale, c'est-à-dire que les remboursements sont uniformes, quelle que soit la région, alors que le reste à charge, qui dépend du coût payé par l'assuré, lui, va dépendre de la région. Donc, c'est quelque chose de vraiment important. En termes de données externes, on a intégré des données sur la consommation de santé. C'est des données qui sont présentes dans l'open data de la sécurité sociale et qui nous donnent, par type de dépenses de santé, des moyennes de consommation. Et ça permet de calculer un écart de l'adhérent à la moyenne de consommation de sa région rapportée à son âge. Ça permet de trouver des gens qui sont plutôt surconsommateurs ou sous-consommateurs de produits de santé et du coup surconsommateurs ou sous-consommateurs de produits d'assurance. En termes de critères, on a des critères. On a un critère numéro 1, qui est un critère qui vient de l'INSEE, qui est la catégorie socio-professionnelle. Est-ce que je suis plutôt sur des gens, sur des populations de cadres, sur des populations intermédiaires? Est-ce que je suis plutôt sur des gens qui ont un niveau de formation extrêmement élevé, moyennement élevé, ainsi de suite? Le nombre d'actes est quelque chose qui joue un rôle important. Donc, le reste à charge dont on a parlé. Et on va retrouver des choses assez classiques sur l'âge sociétaire et la cotisation. Alors, encore une fois, ça, c'était avant. Et puis, depuis le début de la crise, on a, de la même façon, alors c'est évidemment moindre, mais on a moins 4% de résiliation. Donc, pareil, comme tout à l'heure, quelque chose qui est, d'un point de vue des clients, plutôt bénéfique. Après, on a aussi beaucoup moins
de nouveaux clients. Et là, au global, on a de l'ordre de 3% de clients en moins, donc un impact important, c'est-à-dire que j'ai moins de résiliation, mais j'ai encore beaucoup moins de nouveaux clients. Sur les critères, on n'a pas de nouveaux critères qui sont rentrés en compte, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nouvelles données qui sont passées dans les 6 données les plus importantes pour anticiper la résiliation. Par contre, on a un ordre qui a été modifié et ce dont on se rend compte, c'est que le reste à charge et l'ancienneté du contrat deviennent des choses prépondérantes et les deux sont des fois des facteurs multiplicatifs, c'est-à-dire que j'ai un contrat assez ancien et du coup, je peux regarder le reste à charge sur la durée et je vois sur la durée finalement combien je dois dépenser en coût considéré comme un coût additionnel par rapport à une prestation d'assurance qui prend en charge une partie de ces dépenses. On anticipe néanmoins 52%, donc on est encore au-delà de notre barre un petit peu symbolique des 50%. Ça veut dire que le tuning du modèle adapté à ces événements a été bon. On est à 52% après un mois et demi de confinement, sachant qu'il y a à peu près 2 semaines où rien n'a bougé en termes de comportement des clients et qu'on a travaillé sur 1 mois de modification de façon à arriver là. Ça veut dire qu'il faut 3-4 semaines pour revenir. Quand on a un choc tel que celui qu'on vit, il faut au moins 3-4 semaines pour revenir à un niveau d'anticipation qui soit optimal. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à quelque chose d'efficace. En termes d'utilisation, on est dans ce cas assurance santé sur quelque chose de beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on a absolument zéro intégration informatique, on a zéro intervention de l'informatique. On est essentiellement sur la communication avec des emails à destination des commerciaux, donc des emails dans lesquels le commercial a une liste de clients à contacter en priorité, dans lequel il a les raisons principales qui poussent la solution à considérer qu'il y a un risque de résiliation, et directement dans l'email, il a un lien qui lui ouvre la fiche client pour avoir l'ensemble des coordonnées, la fiche de son CRM, donc il a tout ce qu'il faut pour travailler. Depuis la solution, on va directement pouvoir faire des exports Excel assez classiques de façon à pouvoir faire derrière des retraitements, pouvoir intégrer des fichiers. Et puis dans la solution, ce qu'on fait, c'est qu'on paramètre un format d'export qui est strictement le format d'export attendu par l'outil de marketing automation. Ça veut dire que j'ai juste à exporter mon fichier, un peu comme je le ferais si j'achète des leads ou si je récupère des contacts de personnes qui ont participé à un événement. Et à partir de cette liste de personnes, je vais directement récupérer mon fichier au bon format que j'aurais plus qu'à intégrer dans mon outil. Donc ici, ce sont des actions qui ont un intérêt principal, c'est que j'ai zéro temps informatique et je n'ai pas besoin de solliciter d'autres services que le marketing. Pour finir, je vais vous montrer rapidement quelques écrans de la solution parce que avoir toutes ces données, c'est bien. Maintenant, si je n'ai pas un outil pour les exploiter, finalement, ça va rester des données de laboratoire. Donc, les conseillers, le centre de relations clients, les commerciaux vont utiliser les données directement dans leur outil, soit dans leur CRM, soit via des mails. Le marketing, lui, va avoir accès à une solution sur laquelle il a une plateforme qui ne nécessite aucune compétence technique. Globalement, si on sait à peu près utiliser un CRM, on saura très bien utiliser la solution. Et ce qui est important, alors sans rentrer dans trop de détails, je vais retrouver la liste de tous mes adhérents et je vais retrouver ici le niveau de risque de résiliation sur les 3 prochains mois. Ce qui est important, c'est d'avoir évidemment cette donnée de base, mais une prévision n'a aucune valeur si elle n'est pas explicable. Et si je clique ici sur les petits points, je suis capable, alors de façon unitaire, ici de voir que pour spécialement ce client-là, je retrouve les 6 raisons les plus importantes qui poussent à dire que cette personne a 87% de risque de résiliation. Je peux le faire de façon unitaire. Je peux aller voir la fiche directement dans mon CRM pour voir des informations métiers sur mon client.
Évidemment, d'un point de vue marketing, je ne vais pas m'amuser à regarder client par client. Donc, ce qui va être important après, c'est que l'outil va proposer une segmentation automatique d'une part, manuelle d'autre part. Sur la segmentation automatique, c'est l'outil qui va me faire plusieurs segments. Si j'ai 7000 personnes chez qui j'ai identifié un risque de résiliation élevé, ces 7000 personnes ne sont probablement pas totalement homogènes. J'ai là-dedans des gens qui sont peut-être des gens qui sont plutôt urbains, avec un fort pouvoir d'achat, avec un foyer familial plutôt limité, d'autres personnes qui sont plutôt des gens périurbains, qui sont plutôt des gens qui ont des caractéristiques contractuelles, qui ont des caractéristiques comportementales qui sont différentes. L'enjeu, c'est d'être capable de vous donner le maximum d'informations opérationnelles, métiers, sur la typologie des gens à qui on s'adresse. Et souvent, quand on fait des campagnes de fidélisation, bah, on va s'adresser à deux, trois cibles, deux, trois personas. Et nous, on va vous donner toutes les informations nécessaires. Est-ce que je m'adresse à des gens qui ont plutôt 43 ans, comme dans le premier exemple, à des gens qui ont plutôt 35 ans, à des gens qui sont plutôt des hommes, plutôt des femmes, des gens qui ont plutôt un contrat ancien, et ainsi de suite. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir toutes les informations marketing pour pouvoir communiquer avec ces gens. Donc là, c'est l'outil qui me propose 3 segments automatiquement. J'ai également la possibilité de créer moi-même mes segments, de définir l'ensemble de mes critères de ciblage. Je veux des gens qui ont entre 75 et 95% de risque de résiliation. Je veux des gens qui sont surtout mono-équipés, et je veux des gens avec éventuellement un potentiel produit important, avec une appétence produit importante sur une offre donnée. Je vais faire mon ciblage, et directement dans la solution, je vais avoir à la fois la liste évidemment des clients auxquels ça correspond, mais également à chaque fois l'explication marketing, de façon à pouvoir communiquer avec ces personnes et pouvoir m'adresser avec elles de façon adaptée à la typologie de mes clients. Jour après jour, je vais ensuite suivre l'évolution de ma campagne. À partir du moment où je définis dans l'outil une liste de clients qui vont résilier, par exemple, sur cette même liste, je peux avoir un flag et suivre jour après jour sur ces clients combien ont résilié, combien j'ai réussi à sauver, et ce que ça représente en termes de nombre de clients sauvés, ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires. Voilà. Pour finir, un petit peu de pub quand même. Qu'est-ce qui nous distingue aujourd'hui? On a un des rares outils prédictifs, un outil de marketing prédictif qui est dédié à des équipes marketing. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil de statisticien, c'est un outil qui est fait pour le métier, par le métier, et c'est pour ça qu'on utilise évidemment de la data science, mais aussi des règles de gestion, mais aussi un certain nombre de règles de traitement qui sont des règles purement métier, mais qui vont fournir un résultat exploitable par des équipes marketing sans nécessiter aucune compétence technique. C'est vraiment important. On est sur un outil standard. Ce type de prévision, on le fait avec plus d'une quinzaine de clients, y compris et des clients de toute taille. Ça veut dire qu'on a un outil pour lequel on ne va pas partir d'une feuille blanche, on ne réinvente pas la poudre à chaque projet, et ce qui permet de faire une mise en œuvre extrêmement rapide. On parle de 2 à 3 mois selon les clients. Et puis, on parle réellement d'une solution, d'un logiciel qu'on vient de voir. Et dans une solution de marketing prédictif, il faut des algorithmes prédictifs, mais il faut aussi de la donnée externe. Il faut, on l'a vu, des règles métiers. On a un module qui est un module anti-discrimination, quelque chose d'absolument essentiel. On pourrait faire tout un webinaire là-dessus. Le fait de reproduire des comportements passés sur le futur, c'est à la fois extrêmement efficace, et à la fois il y a un certain danger sur des biais de discrimination qu'il faut être capable de tordre, entre guillemets. Donc à nouveau, on va légèrement tordre le modèle statistique, et puis des fonctions de segmentation. J'en ai fini pour le webinaire de ce matin. Avez-vous des questions? Et je regarde le chat pour répondre éventuellement à vos questions.
Donc, n'hésitez pas si je peux vous éclairer sur certains sujets. Alors, oui, gens qui me demandent. euh, alors, plusieurs questions. Euh, à partir de quel volume de données la solution est-elle utilisable? Euh, alors, c'est assez difficile de vous faire une réponse simple. Euh, une première réponse générale, aujourd'hui, on n'a jamais eu aucun cas client chez qui on n'a pas, on n'a pas eu assez de données. La digitalisation des entreprises et le mode de traitement de l'information fait qu'aujourd'hui, on n'a absolument jamais eu de cas sur lequel on a manqué de données. Le travail, c'est plutôt sélectionner la donnée, la traiter, mais manquer de données, ça n'arrive pas. Et pour répondre concrètement, notre plus petit client, l'entreprise avec laquelle on travaille qui a le moins de clients, on doit avoir 6 000 clients, donc elle a 6 000 assurés. Et on a commencé à travailler avec une profondeur de données, avec un recul d'un peu plus d'un an de données. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on va considérer comme le minimum. Et après, il y a des techniques mathématiques pour démultiplier la donnée pour à nouveau entre guillemets tricher, mais le manque de données aujourd'hui n'a vraiment jamais été ça fait plus de 3 ans qu'on fait ça, n'a jamais été en frein. Euh, A-t-on besoin de compétences statistiques pour utiliser la solution? Non, c'est justement une de ses fortes caractéristiques, c'est que c'est un outil qui est fait pour des équipes marketing. Alors, c'est des gens qui comprennent la donnée, mais en tout cas, ce ne sont pas des purs statisticiens au sens technique du terme. Des statisticiens vont s'y retrouver très bien dans l'outil et avoir accès à des menus qu'on n'a pas vus ici, techniques, euh, qui, qui permettront d'avoir toutes les informations sur le modèle, mais il n'y a pas besoin de compétences techniques. Euh, alors, euh, JL, j'ai la possibilité de faire une expérience euh, interne, expérience lab, mais ça a un coût. Votre solution peut-elle avoir un meilleur ROI? Un des points importants de la solution, c'est qu'on connaît le point d'arrivée. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas des expériences, on met en place des solutions. Alors, on sait faire des phases pilotes pour commencer, mais on ne parle pas d'expérience, on parle d'algorithmes qui existent déjà, qu'on va adapter pour chaque client, mais qui existent. On parle d'une solution opérationnelle, donc on est capable de s'engager contractuellement sur le résultat qu'on va avoir, et c'est un résultat qu'on va avoir au bout de 3 mois maximum. On ne parle pas d'un projet qui va durer des mois et des mois. Donc on est sur un temps court avec un ROI qu'on définit avec chaque client dès le début du projet. Quel est le coût de la solution? Le coût de la solution est donc on est sur de l'abonnement. Il n'y a aucun investissement. On n'est que sur du coût d'exploitation, même si au début il y a un travail de mise en place de notre part, mais ce coût est lissé. On est sur un coût d'abonnement qui est proportionnel au nombre d'assurés. On parle de quelques centimes par assuré. Et puis après, le prix est dégressif. Donc, on est sur quelques centimes par assuré par mois. Le prix est dégressif, évidemment, en fonction du nombre d'adhérents que vous pouvez avoir. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un ROI, un ratio entre le coût de la solution et le chiffre d'affaires généré qui dépasse toujours les 10 fois. La solution rapporte toujours plus de 10 fois le coût qu'elle a pour les clients. Je regarde si j'ai répondu à toutes les questions. Euh, écoutez, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là. Vous avez tous mes coordonnées puisque je vous ai envoyé des invitations. Donc, n'hésitez pas à me recontacter pour toute précision. Je vous enverrai à tous la présentation et je me permettrai de vous passer un coup de téléphone pour avoir un retour sur la présentation. C'est toujours important pour nous d'avoir un feedback et de comprendre ce qui vous a intéressé, ce qui vous a moins intéressé. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, confinée comme pour tout le monde. À très bientôt, merci beaucoup.